que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, dans le poème d'Aragon, étaient du même parti, le parti de la liberté. Les voici à nouveau réunis, non plus dans un poème, mais dans un livre. Le titre de ce livre, paru aux éditions du Seuil, Absolu. Celui qui croyait au ciel, cette fois, s'appelle Henri Grouès, pour l'état civil, et l'abbé Pierre pour l'éternité. Celui qui n'y croyait pas, c'est l'un des scientifiques les plus populaires d'aujourd'hui, le biologiste Albert Jacquard. Professeur Jacquard, bonsoir. Bonsoir. Celui qui n'y croyait pas, ou plutôt, aurais-je dû dire, celui qui n'y croyait plus, car chez vous, la science a eu raison de la foi. Deuil de Dieu, certes, mais pas pour autant deuil du Christ. Jadis catholique, vous revoilà en effet chrétien, ou plutôt, comme dirait votre ami Théodore Monod, apprenti chrétien. Simplement pour vous, l'amour du prochain, c'est désormais l'amour de 5 milliards de prochains. Car pour vous, pas de doute, seul l'homme est l'avenir de l'homme. Une religion de l'humanitude, le mot est de vous, qui domine tous vos livres. Et en particulier cette superbe légende de la vie, l'un des plus beaux livres de la décennie, paru aux éditions Flammarion. Comme dans tous vos livres précédents, de l'éloge de la différence à inventer l'homme, en passant par un monde sans prison, l'humaniste rejoint le biologiste. Œuvre de science et de conscience, encore avec, plus récemment, l'explosion démographique, un point de la question paru dans la collection Domino chez Flammarion, et Science et Croyance en duo avec Jacques Lacarrière aux éditions Écriture. Écriture aussi, pour commencer cette émission, celle du titre, de votre titre, tout simplement. Alors, professeur Jacquard, nom de ceux dont les liens sont Dieu. Qui sont ceux-là? Ceux-là, c'est tous les hommes. Si on voulait en faire la liste, aujourd'hui, il y en aurait 5 milliards. Ça commence par A, alto, un finlandais, ça se terminera par un polonais quelconque, ZW Svrinberg. Et puis, quelque part au milieu, il y aura les J, dont Albert Jacquard. Tout cela, ce sont des individus qui ne sont pas des dieux, bien sûr. Ce sont des hommes. Mais ces hommes, ils communiquent les uns avec les autres. Ils mettent en commun. Ils créent quelque chose qui est supérieur à eux. Par leurs liens, par leur mise en commun, par leurs échanges, ils font plus qu'eux-mêmes. Et au fond, c'est toute la réalité de notre univers que chaque fois que l'on assemble, on fait apparaître autre chose. On fait apparaître de l'inattendu. Bien quand on assemble des hommes, quelque chose de nouveau apparaît. Le mot « chose » n'est pas bon d'ailleurs. Mais c'est comme ça que j'interprète une phrase de l'Évangile extraordinaire. Lorsque vous serez plusieurs, je serai parmi vous. Le Christ dit ça à ses apôtres, je crois, après la Pentecôte. Eh bien, c'est ça. Lorsque nous sommes plusieurs, quelque chose d'autre apparaît. Alors on peut l'appeler Dieu si on veut, mais j'ai très peur de ce mot. Et surtout, ce qui me révolte, c'est d'employer le même mot Dieu pour ces personnages de bande dessinée qui étaient ces individus un peu grotesques qui s'appelaient Jupiter, Junon, Minerve, Neptune, etc. Ils passaient leur temps à se
faire des coups, à se cocufier, à se mettre en colère, etc. C'était pas très sérieux, on s'amusait bien avec eux. Puis tout d'un coup, on pense à toute autre chose, vraiment toute autre chose, et on appelle ça Dieu. Alors bien sûr, on met une majuscule, mais c'est pas suffisant. Je crois qu'il faudrait employer un tout autre mot, ou même faire comme dans la Bible, admettre qu'il n'y a pas de mot. Il y a tout simplement ce constat que je suis plus que moi-même, comme disait saint Augustin, mais ce plus vient des autres. Je suis ce que les autres me donnent, les autres sont ce que je leur donne, et ce plus-là, mystérieux, étrange, appelons-le Dieu, mais du coup, c'est plus du tout un Dieu puissant, ça n'est plus même un Dieu créateur. Et au fond, ce Dieu puissant, il me désespère, ce Dieu créateur, il m'horrifie. Je ne sais quel humoriste a dit, si Dieu a créé le monde, j'espère qu'il a une bonne excuse, parce que franchement, avoir fait ça, avec toutes les saloperies qu'il y a à l'intérieur, on ne peut plus admettre le concept de créateur après Auschwitz. C'est pas possible s'il est créateur, s'il est tout puissant, qu'il accepte ça. Non, par conséquent, ça ne le regarde pas, c'est pas lui. Albert Jacquard, dans Idées vécues, paru chez Flammarion et écrit avec Hélène Amblard, vous racontez votre vie, notamment votre enfance dans cette famille provinciale. Vous êtes né en Franche-Comté, très conformiste, bourgeoise, très catholique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu la foi en ce Dieu-là? Est-ce la science? Je crois que ce n'était pas vraiment un Dieu, c'était le besoin d'entrer dans un moule. C'est tellement satisfaisant, c'est tellement confortable d'être conforme. Alors j'ai été un petit enfant conforme à ce qu'on me disait. Et tout ce qu'on me disait était vrai. Ce que l'Église en particulier disait ne pouvait être que vrai. Et puis peu à peu, j'ai été scandalisé. Et à mesure que le scandale est apparu plus profond, ben, je n'ai pas pu y croire. Et puis finalement, je n'aime plus ce verbe croire. Je pense que le verbe croire est un mot qu'il ne faut pas trop employer. En tant que scientifique, je ne crois à rien, je constate, je vérifie, j'édifie des modèles, c'est ça que fait la science, mais elle ne croit pas. Par conséquent, croire en Dieu, pour moi, ça n'a pas de sens. Simplement, j'ai des besoins étranges. J'ai par exemple besoin de plus que moi, comme je le disais, j'ai besoin de transcendance. Absolu. Oui, c'est un mot que nous avons employé, l'abbé Pierre, Hélène et moi. En fait, c'est pas moi qui l'ai proposé ce mot. Il me fait trop peur. Rien n'est absolu et j'ai besoin d'absolu. Et par conséquent, je ne suis jamais satisfait, évidemment. Alors je peux appeler cette insatisfaction, je peux l'appeler Dieu, je peux l'appeler l'appel vers autre chose. Mais en fait, il me faut construire, et finalement, je veux paraître bien facilement satisfait, je me satisfais de construire le monde des hommes pour le siècle qui vient. C'est bien peu de choses, finalement, pour un siècle, pour 2 siècles. Mais c'est ça que j'ai en charge. Et finalement, après avoir évoqué l'absolu, un éventuel Dieu, enfin, toutes ces choses extraordinairement lointaines, je me dis que je vais me récupérer en ayant quelque chose à faire, de concret, de précis, lutter contre toutes les saloperies de ce qu'il y en a, et essayer de construire mieux. Alors vous me direz après, où est-ce que ça mène? Au fond, j'en sais rien, peut-être que ça m'est égal. Vous savez, c'est le fait de s'approcher d'une fontaine qui est agréable. C'est pas le fait de trouver la fontaine. Albert Jacquard, vous venez de parler de l'Évangile. Le voilà, les Évangiles. Je vais vous proposer maintenant, si vous le voulez bien, un autre livre. Et je vous demanderai de me dire lequel des deux vous semble à même de construire un monde meilleur. Le deuxième, le voilà, on ne le lit plus beaucoup de nos jours, et pourtant je sais qu'il figure dans votre bibliothèque. C'est le manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Est-ce qu'à votre avis, ces 2 livres-là sont compatibles? Oh, ils sont mieux compatibles, l'un complète l'autre. L'un me parle de l'homme. Parce qu'au fond, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ne parlent pas beaucoup de Dieu, et quand Jean parle de Dieu, c'est le Verbe. Allez donc savoir. Par conséquent, là, on me parle de l'homme. Et là, on me parle des sociétés humaines. Alors celui-là date de 2000 ans, celui-là date d'1 siècle et demi, pour fond, c'est contemporain. Et pour moi, ce juif formidable qui était Karl Marx, donc nourri de la Bible, il avait lu l'Évangile, bien sûr, il connaissait. Et je crois qu'il adhère à l'essentiel de l'Évangile, mettre d'abord comme objectif la dignité pour tous les hommes. Et lui, eh bien, il propose une solution pour organiser les sociétés. Oh, bien sûr, c'est une vision d'il y a 1 siècle et demi, c'est aménageable,
Mais pour l'essentiel, ça reste le complément nécessaire de l'Évangile. Quand on parle des hommes, il faut parler des sociétés humaines. Voilà les hommes, voilà les sociétés humaines, par lesquelles commencer, en tout cas, récemment, à propos des dernières élections, on m'a demandé pour qui je voterais. J'ai répondu, je voterai pour ceux qui adhèrent à la vision évangélique de la dignité humaine et qui adhèrent à la vision sociale d'une société qui, justement, essaie de respecter toutes les dignités. Et ça, je le lis mieux qu'ailleurs dans le manifeste du Parti communiste. Ne nous trompons pas, d'ailleurs, à l'époque, le mot parti ne voulait pas dire ce qu'il dit aujourd'hui. Ce n'était pas une organisation, c'était le fait de prendre parti pour la mise en commun. Et donc, communiste, il y a mise en commun. Mais rien n'est plus beau que le mot communiste, mise en commun. On ne peut vivre que par la mise en commun. Et au fond, les liens que j'évoquais tout à l'heure, c'est la mise en commun. Il n'y a pas d'autre solution à la vie des hommes sur la Terre, surtout quand on va être 10 milliards, que la mise en commun, le communisme, si vous voulez. Donc, dans les 5 milliards dont vous parliez, il y a notamment Albert Jacquard, bien entendu, il y a Karl Marx, il y a un autre juif, Jésus. Jésus toujours très présent en vous, notamment dans vos amitiés. On a parlé tout à l'heure de l'abbé Pierre, de cette rencontre qui a beaucoup compté pour vous et qui compte encore beaucoup aujourd'hui. Forcément. C'est pas impunément qu'on rencontre des individus qui ont une telle cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et pour moi, c'est le grand problème personnel, car j'y arrive pas, et eux y arrivent. Alors, ils me fascinent. Alors, l'abbé Pierre est passé, il y a très longtemps, pendant 7 ans et demi chez les Capucins, un des ordres franciscains. Vous êtes en train de d'écrire un livre sur saint François d'Assise. Oui, un peu par hasard. Je me suis lancé comme ça, sans y réfléchir. Et puis, il se trouve que François d'Assise a joué un rôle à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment, il s'est trouvé là. Vous savez, dans les événements qui vous guettent, qui vous tombent dessus, douloureux ou pas, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Et moi, je ne suis pas seul. Avec moi, il y a de temps en temps François d'Assise. Voilà. Et je constate, et du coup, je lui disais bien ça, d'essayer de décrire ce qu'il est. Et pour moi, il est l'homme qui a su dire non en une période très difficile. Et aujourd'hui, on a besoin d'hommes qui sachent dire non. Et pour moi, c'est un exemple extraordinaire. Bon, bien sûr, il est lointain, ça fait 7 siècles, mais il est étonnamment moderne dans sa façon de dire non à la propriété, de dire non même à l'Église. Il l'a quand même transformé. Il a fait semblant d'être soumis, mais à chaque fois, il disait non. C'était un homme qui parlait des hommes, qui aimait les hommes. Il paraît qu'il est saint. Il ne parle pas beaucoup de Dieu. Il parle de l'univers. Il aime les oiseaux, il aime l'eau. C'est peut-être la parole qui, pour moi, a créé mon contact, ma communion avec François d'Assise. C'est ma petite sœur, l'eau. Mes petits frères, les oiseaux, je comprends encore. Et puis, en tant que biologiste, l'évolution, d'accord, on est cousins avec les oiseaux. Mais on est aussi cousins avec l'eau. Il l'avait compris. Et maintenant, le scientifique le dit aussi. Et voir dans l'eau, au fond, une cousine, quelqu'un presque, en tout cas un élément de l'univers, comme moi, que je respecte. Dans plusieurs de vos livres, Albert Jacquard, vous rappelez que le mot religion peut avoir 2 sources étymologiques latines, le verbe religare, qui veut dire relier, et le verbe relegere, qui veut dire relire. Quel est celui des 2 qui vous inspire le plus? Oh, forcément le second. Le monde est à lire. Le travail d'un scientifique, c'est de lire le monde. On passe son temps à le lire et à le relire. Un jour, on le lit à la façon de Newton, et puis, quelques siècles plus tard, on le relit à la façon d'Einstein, et puis un jour, on le relira autrement. Et à chaque fois, c'est une lecture plus riche et qui nous montre des beautés encore plus inattendues dans l'univers. Et pour moi, il faut relire aussi des textes. Il faut relire Marx, il faut relire les évangiles, il faut constamment relire et le monde et ce que les autres hommes ont dit. Et puis, bien sûr, il faut se relier ensemble, mais c'est un peu une conséquence du début. Je crois que le lien doit être une conséquence d'une lecture commune. Il ne faut pas que ce soit un lien qui vous emprisonne, que ce soit un lien qui vous enferme. Il faut que ce soit un lien voulu. Moi, j'aime au fond bien mieux le mot communion.
bien voilà, professeur Jacquard, l'image que vous avez retenue comme étant l'image la plus importante, du moins pour vous, de ce XXe siècle finissant. C'est une image de synthèse, c'est l'image de l'ADN. Il faut rappeler que la découverte de la molécule d'ADN a valu à 3 chercheurs, 2 Britanniques et un Américain en 1962. C'est de Crick, de Wilkins et de Watson, le prix Nobel de médecine. Une découverte donc fort importante. Décisive. En fait, c'est fabuleux d'avoir découvert ça. Ça a été découvert en 52-53, juste au milieu de ce siècle. Et finalement, c'est tout le mystère de ce que l'on appelle la vie qui est tout d'un coup révélé. On ne se rend pas compte à quel point ça a complètement changé notre regard sur le monde. Et même au fond, sur le concept étrange de vie. Le concept de vie disparaît quand on a affaire à de l'ADN. En effet, qu'est-ce que c'est que cet ADN? C'est une molécule qui n'est pas tellement plus compliquée qu'une autre. Il y a des molécules de protéines qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches qu'une molécule d'ADN. C'est simplement un long chapelet, vous le savez, un double brin d'ailleurs, de quelques structures chimiques assez simples, qu'on peut appeler ATVC, qui se mettent à la queue leu, et puis en face, en fonction de certaines attirances et répulsions tout à fait banales, elle crée le brin complémentaire, et puis de temps en temps, les 2 brins se séparent, chacun reconstitue son complémentaire. Il y avait un double brin, il y a 2 doubles brins, et c'est le secret de quoi? Le secret de la reproduction. Mais au fond, c'est un secret qui est parfaitement banal. Il ne s'agit pas de force mystérieuse, il s'agit simplement d'une structure telle que, tout naturellement, quand il y a un objet, il y a 2 objets identiques peu de temps après. Alors à partir du moment où il y a reproduction, il y a une capacité tout à fait nouvelle à réagir contre l'effet destructeur du temps. Moi je dirais volontiers que l'invention de la molécule d'ADN, invention par personne, l'invention par la rencontre au hasard d'objets chimiques dans l'océan, cette invention a été l'invention de l'immortalité, de l'impossibilité à détruire. En effet, cette séquence qu'il y a sur l'ADN, de temps en temps, elle représente une certaine information, elle a du sens. Et cette information ne peut plus disparaître, puisque l'ADN est comme un livre qui serait capable de faire lui-même sa propre photocopie. Et par conséquent, quand vous le brûlez, c'est pas grave, il y a une photocopie, l'information est toujours là. Si bien qu'on a compris, et seulement il y a 40 ans, comment dans la nature, il y a 3,5 milliards d'années à peu près, eh bien est apparu ce pouvoir d'accumuler des pouvoirs de plus en plus grands, d'accumuler de l'information. Et c'est ça que fait l'ADN. Alors du coup, l'ADN, il y a 3,5 milliards d'années, a appris à fabriquer des protéines. Les protéines se sont mises autour, les protéines en question ont interagi les unes avec les autres, ça a donné des métabolismes, comme on dit, c'est-à-dire la respiration, la digestion et tout ce qu'on veut. Et du coup, on est en présence d'un assemblage matériel dont on dit qu'il est vivant. Mais au fond, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est hyper complexe, et qu'étant hyper complexe, il a des pouvoirs inattendus. Et finalement, le mot vie est simplement la traduction de notre émerveillement devant les pouvoirs de certains objets. Mais il n'y a pas de frontière entre l'inanimé et le vivant, car une molécule d'ADN, c'est pas vivant, c'est une molécule chimique. Alors, pour reprendre le titre de ce livre, La légende de la vie, on pourrait l'inverser et prétendre que la vie est une légende. La vie est une légende. La vie est une légende. En fait, on a besoin de mots pour expliquer un certain nombre de choses, mais de temps en temps, ces mots changent de sens. Eh bien, pour moi, le mot vie a changé de sens depuis qu'on a inventé l'ADN. On est tout d'un coup en présence d'un univers étrange qui, en fait, n'a pas créé la vie. Ça ne veut rien dire. La vie n'est pas apparue comme un événement étrange. Non. Ce qui est arrivé, c'est une continuité dans l'apparition d'objets de plus en plus riches, de plus en plus complexes. Alors, parmi ces objets complexes, il y a eu l'ADN. L'ADN est devenu de plus en plus complexe, et peu à peu, eh bien, ça a donné la fameuse évolution dont nous sommes finalement l'aboutissement aujourd'hui avec tous nos cousins, les animaux ou les plantes. Et c'est ça qui est formidable, c'est de penser que nous ne sommes plus que des objets dans l'univers. Et quand je dis le plus que, ça n'est pas pour nous minimiser, au contraire, c'est pour dire je suis un objet sécrété par l'univers. Et par conséquent, comme je m'émerveille de ce que je suis capable de faire en tant qu'être humain, eh bien je m'émerveille que l'univers ait pu me construire. Et finalement, l'émerveillement est généralisé, l'émerveillement est étendu à tout cet univers. Alors, à ce moment-là, on se pose le problème, mais comment a-t-il pu? Et actuellement, les astrophysiciens, ils sont beaucoup plus calés que moi dans ce domaine, me disent, en fait, pour que l'univers soit capable de ça,
Il a fallu des ajustements extraordinaires. Il a fallu qu'à un poil près, l'intensité de la gravitation soit ce qu'elle est, l'intensité des forces électromagnétiques. Et sinon, ça n'aurait pas pu marcher. Or, c'est un fait, ça a marché. Comment l'expliquer? Alors, certains disent, ben, ça prouve qu'il y a un créateur là derrière qui a bien calculé les choses. Moi, j'aime pas trop cette vision-là. Et puis, un Dieu qui calcule, c'est pas très sérieux. J'aime bien mieux l'autre explication, c'est que peut-être il y a eu des quantités d'univers créés comme ça spontanément, des quantités de Big Bang. Eh bien, nous sommes dans l'univers qui a été réussi. La preuve qu'il a été réussi, c'est qu'il a été capable de me faire. Ouais. Chacun, naturellement, peut en dire autant. C'est la thèse de Hawking, je crois. C'est la thèse de Hawking. Au fond, il y a eu beaucoup d'univers, et voilà, nous sommes dans celui qui marche bien. Mais alors, il faut quand même aller jusqu'au bout. Maintenant, je suis là, moi, l'homme. Et la preuve que je suis là, c'est que j'ai compris l'ADN. C'est pourquoi je reviens à cette image fabuleuse, c'est que avoir compris ça, c'est avoir en fait soulevé le secret de ce qui m'a fait. Et du coup, je deviens responsable de ce que je vais faire de ça. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Au-delà de l'ADN, qui est un événement qui se produit il y a quelques milliards d'années et qui était nécessaire, il y a maintenant le fait que moi je le sais et que je vais même pouvoir le changer, cet ADN. Cet ADN qui m'a fait, je vais le changer. Donc je vais me changer. Ou plutôt, cet ADN que je vais transmettre à mes enfants, je vais pouvoir le transformer. Et du coup, je suis entre mes propres mains. Et c'est ça qui arrive dans ce siècle extraordinaire. Au fond, le siècle le plus fabuleux de tous ceux que l'humanité a vécu, ce XXe siècle, où on a compris tellement de choses qu'on est devenu enfin les créateurs de l'homme. Sans homme, pas d'homme. Oui, sans homme, pas d'homme. C'est une des façons de le dire. Qu'est-ce que je suis? Alors bien sûr, je suis ce qu'a décidé mon ADN. Si j'ai telle taille, telle couleur de peau, telle forme de ceci ou de cela, bien sûr, c'est mon ADN qui l'a voulu. Mais elle n'avait pas de volonté, elle a fait n'importe quoi. Je suis le résultat de tirage au hasard, de milliers de loteries. Un beau jour, un spermatozoïde a été fabriqué, un ovule a été fabriqué, il se trouve qu'ils se sont rencontrés. Pourquoi cela et pas d'autre, aucune importance. Et ça m'a donné moi. Mais non, ça ne m'a pas donné moi. Ça a donné un certain organisme. Puis un jour, on a dit qu'il s'appelait Albert Jacquard. Mais pour que cet Albert Jacquard sache qu'il était Albert Jacquard, ça, il a fallu toute autre chose. Il a fallu que des gens me regardent. Il a fallu qu'il y ait une mise en commun. J'y reviens. Je suis le résultat des mises en commun. C'est pourquoi je répète en permanence, si je dis je, si je suis moi, si je suis cet Albert Jacquard, incomparable, évidemment, différent de tous les autres, exceptionnel, comme tout le monde. Si je suis ça, c'est parce que j'ai été entouré de regards. Et par conséquent, ce sont des hommes qui m'ont fait homme. Et moi, je participe au même jeu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de penser que nous n'avons plus que ça à faire, nous les hommes. Une fois qu'on a compris les mécanismes, nous n'avons plus qu'à transformer les individus en personnes. Quels individus? Évidemment, tous. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est loin du compte. On l'a déjà évoqué, nous sommes 5 milliards, on va être 10 milliards. Qui, dans ces 5 milliards d'aujourd'hui, a le droit de devenir une personne? Pas beaucoup. Une personne qui a la chance de se choisir elle-même un destin, de ne pas trop avoir peur de demain, de penser à autre chose qu'à la survie. On n'est pas nombreux à en être capables. Et c'est pas acceptable. Il faut par conséquent, le programme est tout tracé, s'arranger pour un monde de demain où on ait respect de ce pouvoir pour tout le monde. Moi, je ne peux pas enlever de mon esprit la vision de petits enfants des Indes qui, au fond, étaient prêts à crever de faim, crever de misère, qui ne seront jamais éduqués, qui ne vont pas vraiment devenir quelqu'un. Et c'est ma faute. C'est un des thèmes majeurs de votre œuvre, le thème de l'interdépendance, qui vous fait dire un peu partout dans chacun de vos livres, je n'existerais pas s'il n'y avait pas d'abord tu. Bien sûr. Et oui, je dis je parce que l'on m'a dit tu. Plus exactement, j'en reviens à la phrase initiale, ce que je suis, qu'est-ce que c'est? Vous savez que depuis toujours, on cherche ce je, on cherche l'âme, même Descartes, si malin pourtant, avait cru trouver le siège de l'âme quelque part, en dessous du cerveau, dans une petite hypophyse. Alors il mettait là l'âme, on ne voit vraiment pas pourquoi. Non, elle n'est pas là. Elle n'est même pas dans mon cerveau. Plus exactement, il faut enlever le mot âme. Il faut dire, ce je, cette personne, elle n'est pas à l'intérieur de moi.
elle est dans les échanges que j'ai. Et ça aussi, c'est une phrase difficile à dire. Je suis les liens que je tisse. Rimbaud disait « je est un autre », c'était le début, il n'avait pas compris jusqu'au bout. Il faut dire « je est les liens que j'ai avec les autres ». C'est les fameuses phrases de Sartre. Oui, mais lui, il y voit l'enfer. L'enfer, c'est les autres. Non, c'est pas l'enfer, c'est finalement Dieu, qui est dans les, non pas dans les autres, mais dans les échanges que j'ai avec les autres. Il ne faut pas y voir l'enfer. Oh, c'est quelquefois douloureux, c'est toujours très compliqué, mais c'est la seule source. La seule source, c'est l'échange. Et bien sûr, il y a eu des grands saints qui, paraît-il, pouvaient, étant tout seuls, retirés dans le désert, comme on disait, avoir contact avec Dieu. Moi, je n'y crois guère. Ils avaient contact avec eux-mêmes parce qu'ils avaient avant eu contact avec les autres. Alors ils ont appelé ça Dieu, peu importe. Il y a des choses qu'il vaudrait mieux ne pas faire. Albert Einstein. Albert Jacquard a choisi une phrase importante d'un autre Albert important, Albert Einstein. Quand a-t-il dit ça exactement? Il a dit ça le soir d'Hiroshima. Hiroshima, donc la bombe, il y avait contribué puisqu'il a fait partie de ceux qui ont demandé à Roosevelt de construire la bombe atomique. Le fameux projet Manhattan. Le fameux projet Manhattan. Et puis tout d'un coup, il voit le résultat. Le résultat qui est beau du point de vue esthétique, c'est magnifique ce champignon. Mais évidemment, là-dessous, il y a quelques dizaines, centaines de milliers de morts. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Et je crois que c'est une phrase essentielle. Elle montre à quel point nous venons de vivre un tournant complet dans l'aventure humaine. L'aventure humaine, c'est de se donner des pouvoirs à soi-même. Alors on invente d'apprivoiser le feu, de fabriquer de l'acier, de fabriquer des armes. Et chaque fois que l'on peut faire, on fait. Et on est content de faire. Au fond, nous avons une mentalité de gens qui sont satisfaits de réaliser des exploits. Ah, même quand on est le premier à le réaliser, comme on est content, je suis le premier à avoir fait une arbalète qui tue à 300 mètres, je suis content. Jusqu'au jour où on s'aperçoit, avec la bombe atomique notamment, que c'est des choses peut-être à ne pas faire. Et ça, c'est un changement très profond. Et puis, depuis une vingtaine d'années, donc c'est tout à fait récent, voilà que les dangers nous viennent non plus des physiciens avec leurs bombes, non plus des chimistes avec tous leurs poisons, mais nous viennent des biologistes avec leur compréhension justement du mystère essentiel au cœur des êtres vivants. Voilà qu'on va pouvoir faire n'importe quoi. On va pouvoir faire maintenant, au fond, des hommes à volonté. On était, pour parler un peu latin, on était des homo faber, des hommes qui fabriquent des choses autour d'eux, et on va être des faber hominis, des fabricants de l'homme. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la première fois jusqu'à présent, au fond, on a pris les enfants qui se présentaient, tels qu'ils étaient, et maintenant, il va falloir choisir. C'est monstrueux. Eh bien, en fait, on ne peut pas y échapper. C'est le résultat de l'arbre de la connaissance qui nous a donné ce fruit étrange. Voilà ce que vous êtes. Et là, on va être devant des choix auxquels il faut réfléchir dès maintenant. Je n'ai pas la solution. Mais par exemple, à propos de médecine prédictive, vous savez, la médecine qui va permettre de dire à une future maman, l'embryon que vous portez, qui a quelques semaines, cet embryon, voilà la liste de toutes les maladies ou qu'il aura ou qu'il est susceptible d'avoir. Ça peut être formidable, ça. Oh, ça peut être formidable. Et déjà maintenant, ça fonctionne fort bien dans un groupe qui, par malheur, a une fréquence très grande, une maladie génétique qu'on appelle la maladie de Tay-Sachs. C'est une maladie qui détruit le cerveau des enfants et en l'espace de 2 ou 3 ans, ils meurent dans des conditions atroces. Et bien maintenant, cette maladie, on peut la déceler sur un embryon de quelques semaines. Et dans ce groupe, tout le monde est d'accord, il vaut mieux anticiper l'arrêt de mort de la nature, empêcher la souffrance et éliminer l'embryon. Là, vous êtes d'accord? Oh, moi, je suis d'accord. Écoutez, il n'y a pratiquement personne pour être contre. On ne va pas laisser naître un enfant dont on sait qu'il ne pourra que souffrir pendant 3 ans et mourir, crever comme une bête. Alors, on l'élimine. Mais peut-être un jour, on ne peut pas encore, mais pourquoi ça ne viendrait pas? On pourra dire à une future maman, votre embryon, quand il aura 85 ans, 90 ans, il a 9 chances sur 10 d'avoir la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous le gardez quand même? Tout le monde sourit en disant, on sait bien qu'à partir d'un certain âge, on a toutes sortes de misères. Et par conséquent, on garde. Mais entre ces deux cas
extrême que j'ai choisi exprès. La maladie de Tay-Sachs, où presque tout le monde est d'accord, il vaut mieux éliminer. Et la maladie d'Alzheimer, où c'est pas sérieux, où est-ce qu'on mettra la frontière? Il faudra bien mettre une frontière. Est-ce qu'on gardera un enfant qui est promis à la mucoviscidose, qui est promis à la Corée de Huntington, qui est promis, etc. Et puis ça a encore d'autres dangers. C'est que peu à peu, on s'apercevra que chacun d'entre nous aura une espèce de carte génétique qui, si elle est connue, va l'enfermer complètement. C'est toute la démocratie qui est en cause. Supposez que votre employeur sache que vous avez tel ou tel gène qui font que peut-être vous aurez telle ou telle maladie. Alors, ça peut être utile pour éviter de vous mettre dans tel atelier, mais aussi, ça peut être un moyen de vous éliminer de l'embauche. Et si votre assureur le sait, alors il va augmenter les tarifs de l'assurance, sachant que peut-être vous avez un infarctus qui se prépare. On n'en finit pas. Et on s'aperçoit à ce moment-là que la liberté individuelle est fonction de l'absence d'informations que les autres ont sur vous. C'est le sens du combat de votre ami biologiste, lui aussi, Jacques Testard. Exactement. Jacques Testard a peur. Jacques Testard fait partie de l'équipe de pointe qui, pour la première fois en France, avait été fait ailleurs, a fait naître un enfant qui n'aurait pas dû naître. Et cette petite Amandine, elle vit, elle est heureuse, et ses parents le sont. Elle a 12-13 ans maintenant. Elle a 12-13 ans, bravo, c'est formidable. Et puis tout d'un coup, on apprend que Jacques Testard dit non, je ne continue pas. Pourquoi? Oh, faire naître des enfants, pourquoi pas? Avec un ovule et un spermatozoïde, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Mais un beau jour, on va faire un enfant avec 2 ovules, et on donnera une petite fille à 2 femmes. Ou bien, on va fabriquer un jour des clones, c'est-à-dire on vous fabriquera un jumeau plus jeune, qui servira de source de pièces de rechange. C'est vraiment la barbarie qui se prépare. Alors que faire? On ne peut pas arrêter les recherches. C'est évident que dès maintenant, on va savoir le faire. Il y aura toujours des gens pour avoir envie de le faire. Vous savez, avoir un jumeau plus jeune, ça peut être utile pour augmenter l'espérance de vie. Quand vous aurez 70 ans, si vous avez un jumeau qui en a 20, vous lui coupez son cœur et vous faites une greffe sur le vôtre, ça sera magnifique. Ça sera magnifique. C'est le vieux rêve de l'humanité, hein. C'est le rêve de l'éternité, mais ce n'est pas vraiment l'éternité. Ça prolonge, et surtout à quel prix? Le prix, c'est de considérer un être humain comme une source de pièces de rechange. Alors, qui va décider, professeur Jacquard? Est-ce que c'est le problème d'un seul homme, une sorte de grand inquisiteur, de Big Brother? Est-ce que c'est l'affaire d'une petite académie, d'un conseil, comme par exemple le conseil, c'est ça, le comité supérieur d'éthique consultatif? Ou est-ce l'affaire de tout le monde? C'est évidemment l'affaire de tout le monde. Mais ça suppose que tout le monde soit capable d'y réfléchir. Et ça suppose par conséquent que tout le monde soit prêt à y réfléchir, ait été informé et compris de quoi il s'agissait, et compris l'enjeu. Et c'est pourquoi je plaide pour une démocratie de l'éthique. Nous avons mis des siècles à réaliser la démocratie de la gestion. Et en gros, dans nos pays, pas dans beaucoup de pays, mais dans nos pays, ça marche à peu près. Mais il nous faut maintenant une démocratie de l'éthique où on va être tous ensemble en train de réfléchir. Est-ce que oui ou non on fait des clones? Est-ce qu'on se donne le droit de couper des gens en morceaux pour en guérir d'autres? Or, il faut le savoir, ça se fait déjà. Ça se fait déjà, il y a des petits-enfants que l'on découvre dans les rues de Rio de Janeiro et qui ont été coupés en morceaux, ou en tout cas à qui on a enlevé des morceaux au profit de gens riches de l'Amérique du Nord qui reçoivent des organes prélevés tout frais. Ça, c'est déjà accepté. Il faut dire non. Il y a des pays, je pense à l'Allemagne par exemple, où on peut vendre le sang. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je ne dis pas ça pour dire du mal des Allemands, mais je crois que commencer à vendre son sang, ou à vendre son sperme, ou à vendre même son urine, c'est le début de la barbarie. Car il faut absolument, et c'est ça, il me semble, sur quoi on devrait tous se mettre d'accord, absolument sortir tout ce qui concerne la santé du système économique, du raisonnement économique. Un économiste, ça raisonne nécessairement en fonction de la rentabilité. Et dès que vous introduisez la rentabilité dans le secteur de la santé, c'est la barbarie assurée. On vient de le voir en France avec un vieillard qui est mort à l'hôpital à Orléans. Mais le médecin dit, c'est pas bien grave, il avait 75 ans, il était de toute façon très malade, il n'était pas intéressant. Si on commence comme ça, on s'apercevra que guérir quelqu'un qui vient de prendre sa retraite, c'est dans tous les cas non rentable. Albert Jacquard, la table est en verre, faites attention, vous avez l'habitude de frapper du poing sur la table. Et pourtant, un scientifique, c'est quelqu'un qui, théoriquement, est là simplement pour constater des mécanismes, pas pour donner son avis. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné dans votre vie, vous n'avez plus pu supporter le silence et que vous avez porté la voix très haut? Que vous avez dit non? Mais il faut dire non. Écoutez, quand on côtoie des choses inacceptables, on ne peut pas faire autrement que de ne pas les accepter.
Et si en plus on a la chance d'être un scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui est payé pour être lucide, alors c'est scandaleux de ne pas dire non. Moi j'en veux à mes collègues qui justement n'élèvent pas la voix. Il faut qu'ils disent non. Il faut qu'ils fassent de la politique. Bien sûr ils peuvent se tromper. Pour moi faire de la politique, c'est courir le risque de se tromper. Non pas faire, c'est être sûr de se tromper. Il faut se lancer dans la bagarre. Il faut vivre dans la rue. Il faut être à côté de ceux qui ont besoin de gens qui parlent à leur place. Non pas qui pensent à leur place, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la parole. Eh bien, moi, j'essaie d'être la voix de ceux qui n'ont pas la parole parce qu'on ne leur donne pas. Quelquefois, ce sont eux qui m'apportent les idées, c'est moi qui apporte les mots. Professeur Jacquard, lorsque je vous ai demandé d'amener un symbole, vous avez été très embarrassé, et puis vous m'avez dit, pourquoi pas, tout compte fait, un caillou. Alors le caillou, le vôtre, le voilà, vous l'avez choisi vous-même, alors pourquoi celui-là et pas un autre? Alors il se trouve que ce n'est pas un caillou ordinaire, en fait, c'est un morceau de schiste qui vient d'une mine de charbon, et on voit la trace d'une fougère. Et par conséquent, cette fougère a vécu il y a quelques centaines de millions d'années. Elle m'envoie un message. Elle m'envoie un message. J'étais là, j'avais telle forme, et c'est déjà assez émouvant. Et puis pour moi qui ne suis pas fétichiste, j'étais embarrassé parce que je n'aime pas trop les objets. Cet objet-là et cette fougère me font penser à un objet semblable qui est une main qui a été peinte dans la grotte de Pechmerle, dans le Lot, une grotte qui a été habitée il y a 15 000 ans à peu près. Et il y a 15 000 ans, un des hommes qui était là a peint sa main sur la paroi. Il a mis sa main et il a peint autour. Et cette main se tend à travers 15 000 ans vers vous. Il y a encore une présence. Il y a comme quelqu'un qui est là. Et pour moi, ce qui est symbolique pour la fougère, pour la main de Pechmerle, c'est la possibilité de se survivre, d'être encore là d'une certaine façon, alors qu'il n'y a plus rien, théoriquement. De vaincre le temps. Vaincre le temps. Vaincre le temps, c'est terrible, le rôle du temps. Et toutes nos angoisses viennent de ce que le temps est plus fort que nous, apparemment. Quoique, de temps en temps, on peut au fond gagner. On peut gagner en ne le perdant pas, ce fameux temps. C'est ça l'important. Lors d'une émission sur les antennes radio de la RTBF, l'émission Rencontre, au micro de mon collègue Luc Beyer, vous avez déclaré ceci. Il n'y a pas de frontière entre l'inanimé et le vivant. Il n'y a pas de frontière entre ce caillou et nous. Je ne sais pas où vous la mettrez. Il y a une énorme différence. Il n'y a aucune conscience dans ce caillou. Mais ce qui constitue ce caillou, c'est fait de carbone, de silicium, etc. Et il y a en moi des atomes de carbone et de silicium qui sont rigoureusement identiques à cela. Donc si on m'analyse, si on regarde de quoi je suis fait, on ne trouve rien de différent entre les atomes qui me font au niveau élémentaire et les atomes qui font ce caillou. Simplement, ce caillou, il a une certaine structure. Ce qui me parle dans ce caillou, ce qui me fait évoquer quelque chose, c'est la forme, c'est la présence lointaine de cette fougère. De même dans le caillou de Pechmerle, où il y a la main qui a été peinte. Mais justement, il n'y a pas de différence quand on regarde les composants. Il y a une différence considérable quand on regarde les performances. Mais les performances, elles se sont accrues tout doucement. Il y a quelques centaines de millions d'années, la nature savait faire ça. Et puis ayant su faire ça, elle a su faire autre chose. Et peu à peu, comme on le disait tout à l'heure, elle a su faire de l'ADN. Mais au fond, ce n'est pas plus difficile de fabriquer une structure d'ADN en mettant à la queue leu un certain nombre de structures atomiques que de faire un morceau de schiste ou un morceau de charbon. Et puis il se trouve que cette structure d'ADN, peu à peu, a eu des pouvoirs inattendus. Ces pouvoirs n'étaient pas prémédités. Dès que l'on met des objets les uns en face des autres, cela crée des pouvoirs. Il y a des interactions. Et les interactions se sont multipliées et progressivement, ça a donné des êtres que l'on dit vivants. Mais encore une fois, non, la frontière ne peut pas être tracée. Imaginez par exemple un virus. Est-ce qu'un virus c'est vivant ou est-ce que c'est inanimé? Il n'y a pas de réponse. Un virus, ça ne bouge pas. Un virus, c'est une molécule d'ADN avec quelques molécules autour. Mais ça ne bouge pas.
c'est pas méchant. Même le virus du sida, il n'est pas méchant, il ne bouge pas. Simplement, il a la capacité de rendre folles les cellules qui passent aux environs. Quand une cellule rencontre un virus, de sida ou un autre, elle est prise de folie, elle l'attrape, elle l'avale, elle devient suicidaire, et toute la matière dont elle a été faite, elle la découpe en petits morceaux pour copier la structure des virus. Il y avait un virus, il y en a 50, et la cellule a disparu. Mais au fond, il n'y a pour rien, le brave virus, il est simplement une drogue qui rend suicidaire les cellules. Alors, est-ce qu'il était vivant? Pas plus vivant qu'une drogue. C'est ce que vous appelez l'aventure de la complexité, du Big Bang à l'humanitude. Et puis, à un moment de l'évolution, il y a l'amour. Ça, c'est tout à fait étrange. Mais c'est un drôle de mot, ça encore. En fait, l'évolution a fait n'importe quoi. Et même, je me bats beaucoup contre l'idée que l'évolution a été conduite par la sélection naturelle. Darwin... Non, c'est pas idiot, ça tient le coup un petit peu, mais ça n'explique qu'une partie des choses. Les grands bonds en avant ont été faits par des individus qui étaient ratés, qui n'étaient pas comme les autres, qui étaient anormaux, et qui par conséquent avaient des ennuis, mais qui savaient peut-être faire des choses nouvelles, qui ont exploré de nouvelles voies. L'homme est un primate raté. Oh ben, l'homme est un primate raté, c'est fou ce que nous avons raté par rapport à un brave primate qui sait faire des quantités de choses que nous ne savons pas faire. Mais nous savons faire des choses que eux ne savent pas faire. Et en particulier, on s'est mis, nous, à nous regarder les yeux dans les yeux. On s'est mis à avoir des regards. Et on s'est mis même à se faire des sourires. Voilà bien une grimace étrange. Et faisant des sourires, on a transformé une chose aussi évidente, naturelle, que la copulation. Il faut bien copuler pour fabriquer des enfants. Ça fait partie des gestes que la nature nous a appris. On n'avait pas besoin d'apprendre. La nature nous avait appris à, quand un mâle rencontre une femelle, il y a des gestes à faire et ça fait un enfant. Bravo. Et ça s'arrête là. Puis tout d'un coup, nous avons transformé ça en un acte à deux, en quelque chose qui est une rencontre, qui est un regard de l'un vers l'autre. Et du coup, on a inventé ce qu'on peut appeler l'amour. Et inventant l'amour, on a inventé, finalement, le sujet de cette émission. On a inventé Dieu. Quand l'abbé Pierre me dit et répète dans tous ses livres « Dieu est amour », et si je remplace le mot amour par un autre mot « j'abîme Dieu », il a parfaitement raison. Mais si Dieu est amour, c'est que l'amour est Dieu. En inventant l'amour, c'était pas évident. En inventant l'amour, nous avons inventé cette chose ineffable, cette transcendance, à l'intérieur de laquelle nous sommes, qui nous fait, mais que nous faisons en même temps. Et c'est ça que j'appelle Dieu. Il n'y a plus besoin, du coup, d'un créateur. Il n'y a plus besoin de dire à ce Dieu qu'il est responsable de ceci ou cela. Je suis responsable, même de lui. Et vous savez, c'est très bien résumé par un homme de foi. Dieu sait qu'il est un homme de foi, un dominicain, Jean Carbonel, un ami, qui me dit, qui écrit « Dieu est mort en Jésus-Christ ». Ce Dieu d'autrefois qui était un être jaloux, méchant, qui pensait qu'à se venger en permanence, à nous juger, à nous donner des ordres, à vérifier qu'on avait obéi, ce Dieu-là, il a été détruit par Jésus-Christ, qui remplace cette volonté de puissance par l'amour, l'amour entre les hommes. Et on en revient à saint François d'Assise, vous diriez « mon petit frère le Caillou ». Mon petit frère le Caillou, j'ai beaucoup de peine à le dire moi, parce que je ne suis pas François d'Assise, mais je le dirais par raison. Lui, il le disait par sentiment. Oui, il le sentait et il le respectait. Alors vis-à-vis d'un caillou, c'est pas bien important. Vis-à-vis d'un animal, ça commence à l'être. Et vis-à-vis d'un vrai frère, alors là, ça commence à être essentiel. Et malheureusement, on en est loin. Si loin. Albert Jacquard, nous voilà, ni plus ni moins, au bord d'un nouveau siècle, à l'aube d'un nouveau millénaire, presque, dans 7 ans. Dans un livre que vous avez publié il y a peu aux éditions Écriture, avec Jacques Lacarrière, vous consacrez tout un chapitre à cette question et vous l'intitulez « Demain dépend de nous ». Et oui, c'est une évidence. Demain dépend de nous et nous le savons. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Il nous faut faire un projet pour demain. Il ne s'agit pas de prévoir ce qui sera, mais il s'agit de faire, en fait, le prophète. Le prophète ne disait pas « voilà ce qui va arriver ». Il disait « faites attention, si vous continuez dans telle direction, ça va mal tourner ».
Or, actuellement, on a besoin d'un prophète ou de plusieurs prophètes qui nous disent ça. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. La direction de la compétition, la direction de la destruction des uns par les autres. Et c'est une folie totale. Pourquoi est-ce que personne ne nous le dit? Moi, ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais songeons à ce que on évoquait tout à l'heure, pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide. C'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait eu un Albert Jacquard sans compétition? Oh oui, il n'y aurait pas eu de polytechnicien. Mais j'y perdrais pas grand-chose. Bien sûr, pour entrer à Polytechnique, vous savez, on est 1500 candidats, il y a 300 places. Bon, il faut donc être dans les meilleurs, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça signifie, meilleur? Ça signifie être capable de consacrer toute son intelligence à étudier des choses qui ne vous intéressent pas, mais qui sont au programme. Et par conséquent, c'est faire vraiment acte de soumission, c'est faire preuve de conformisme. Et actuellement, le système des grandes écoles, le système de la compétition, ne fait que sélectionner les plus conformes. Or, on a besoin d'un monde, on entre dans un monde qui va se renouveler, et plus on est conformiste, plus on est dangereux. Par conséquent, on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Non, ce qu'il y a de meilleur en Albert Jacquard, s'il y a quelque chose de bon, ça ne m'est pas venu de là. Ça m'est venu des regards que j'ai acceptés, non pas des compétitions que j'aurais gagnées, sûrement pas. Or là, on est en train de se fourvoyer complètement. Moi, je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine. Vous savez, en première année de médecine, j'avais devant moi 400 élèves et on savait qu'il n'y en avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année. Alors c'était la lutte à couteau tiré, ils se donnaient des faux renseignements. C'était abominable entre eux. On était en train d'en faire des tueurs. Eh bien, préparer des futurs médecins en leur donnant une mentalité de tueur, il y a quelque chose de pourri là-dedans. Non, c'est pas sérieux. Je crois qu'il nous faut extirper la notion de compétition de toute la société, et en particulier du système éducatif. Le pire de tout, c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition les uns contre les autres. C'est la fameuse phrase de Bachelard, en fait. La fameuse phrase de Bachelard que j'ai répétée à plusieurs reprises. Il faut mettre la société au service de l'école et pas l'école au service de la société. Et justement, c'est en mettant l'école au service de la société qu'on organise la sélection entre les enfants et donc la compétition. C'est pas sérieux. Il nous faut dire on est au service d'intelligences qui sont en train de se construire et par conséquent il faut les aider autant que l'on peut, mais surtout pas en leur disant tu vas être plus intelligent qu'un autre, c'est complètement absurde, ou tu vas être non, tu vas te construire grâce aux autres. Nos téléspectateurs vont, je l'espère, nous pardonner de parler un peu latin ce soir. On a parlé de religare et de relegere tout à l'heure. On va parler d'éducare et d'éducere. Vous préférez également le deuxième sens au premier? Mais bien sûr, éducare, c'est plus ou moins une racine aide qui évoque la nourriture. Alors on pense que l'éducation, c'est la nourriture. Et je suis pour. Un cerveau humain a besoin de savoir pour se construire. Et ce savoir, on en met au maximum, d'accord. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est au service d'autre chose qui est éduquer. Tout le monde comprend. Duquere, c'est conduire et hors de. Prendre un enfant et le mener hors de lui-même. Lui dire qu'il est le seul animal capable de ça, capable de se regarder de l'extérieur, de se construire lui-même avec l'aide des autres. C'est ça, éduquer. Quand vous êtes en face d'un enfant et vous lui faites comprendre qu'il est une merveille à construire et qu'il n'a que ça à faire, mais qu'il ne peut pas le faire tout seul et qu'il ne peut le faire qu'en contribuant à fabriquer les autres. Alors c'est ça mon projet pour demain. Une société où on ne fasse que ça. On se plaint qu'il n'y a plus de travail, tant mieux. Il y aura toujours à éduquer. Éduquer, éduquer. Alors un autre défi majeur pour le XXIe siècle, c'est la surpopulation. Alors, dans votre livre, L'explosion démographique, paru dans la collection Domino chez Flammarion, vous rappelez qu'en l'an 2100, nous serons quelques 11 milliards sur la planète. Est-ce que nous pourrons supporter une telle population? Alors je crois qu'il faut bien regarder ça en face. 11 milliards d'hommes, la Terre peut les nourrir, ça, il n'y a aucun doute. Mais combien peut-elle supporter l'individu comme vous et moi, nous les riches, nous qui consommons? Maximum 700 millions. Je crois que ces deux chiffres-là, il faut les avoir en tête. Des individus comme moi, 700 millions et la Terre n'en peut plus. Elle ne peut pas en supporter plus à cause de tout ce que je coûte en consommation d'énergie, d'eau pure, etc. Et nous serons des milliards. Et par conséquent, il faut choisir.
Ou bien, on dit tout pour moi, tout pour mes petits-enfants, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus armé, je vais empêcher les autres d'avoir accès à toutes ces richesses de la terre. C'est le meilleur des mondes d'Huxley. Et c'est vers celui-là qu'on est en train de se précipiter. Ou bien, étrangement, on écoute encore ceux que vous évoquiez tout à l'heure, que ce soit Jésus ou Marx, qui parlaient d'égalité, qui parlaient de dignité. Alors ceux-là nous disent, non, il faut être égaux dans l'accès aux richesses de la terre. Et comme 700 millions comme moi, c'est déjà trop, il faut que je consomme moins. Et par conséquent, voilà un projet évident, nécessaire, que les plus riches, ceux qui consomment, se mettent à consommer moins. Le développement, oui, mais la consommation, non. Le développement, je rien contre, mais à condition que ce soit un développement que la Terre peut supporter. Alors que le développement de l'éducation, ça ne coûte rien à la Terre. Le développement de la santé, ça ne coûte rien à la Terre. Dans la légende de la ville, il y a une carte affolante. C'est la carte décrite comme celle de la dérive des continents humains, Oui. qui donne une image en accéléré de l'évolution de la population sur le globe. Est-ce que c'est l'apocalypse par la surpopulation? Non, ce n'est pas l'apocalypse. Pas l'apocalypse, mais c'est des problèmes. Quand l'Asie aura presque doublé, l'Amérique latine aura doublé et l'Afrique aura triplé d'ici un siècle, il est évident que ça va poser des problèmes. Et c'est pourquoi il faut les regarder en face dès maintenant. Ce n'est pas l'apocalypse, mais il faut, aider à ce que ces populations qui ont actuellement beaucoup d'enfants en aient moins, et c'est facile, il faut les aider à avoir un système éducatif qui en particulier permette d'éduquer les filles, car on sait qu'une jeune femme qui a été éduquée a moins d'enfants qu'une jeune fille, une jeune femme qui n'a pas été éduquée. Donc il faut absolument que les pays riches prennent à leur charge le coût du système éducatif des pays pauvres. C'est facile, on a tellement de richesses. Albert Jacquard, en exergue de ce très beau livre, La légende de la ville, il y a une très belle photo en noir et blanc de vous avec une jolie petite fille. Qui est-ce? Ah, c'est Sarah. Et Sarah, un jour, avait assisté, elle avait 4 ans, avait assisté à la fin d'une manifestation pour la paix, et j'étais en train, très sérieusement, devant les caméras de télévision et les micros, de faire des belles déclarations sur la paix, le monde, etc. Et Sarah m'a vu de loin, elle a quitté ses parents, elle a couru, elle m'a escaladé, elle est montée sur mes épaules. Et moi, je continuais à être très sérieux face aux caméras, mais je n'ai pas pu me retenir longtemps. Et très rapidement, les caméras se sont désintéressées de moi et ont regardé Sarah. Et c'était tellement symbolique, cette petite fille qui grimpait sur moi. Elle avait besoin de son grand-père, et moi, je l'avais en charge. Comme tous les petits-enfants du monde. C'est pas trop lourd à porter, 5 milliards d'individus. Non, au fond, c'est tellement merveilleux. Et si l'homme est l'avenir de l'homme, peut-il l'être sans Dieu? Il n'a plus qu'à le construire. S'il construit l'amour, il construit Dieu. Il n'a pas besoin de chercher plus loin. Professeur Jacquard, merci pour cette prophétie du cœur, cette prophétie volontariste, ni trop optimiste, ni franchement pessimiste. Espérons que l'homme sera toujours, comme vous l'espérez, digne de l'homme, et qu'il y aura encore longtemps sur cette planète des yeux pour regarder le champ de blé au corbeau, cette œuvre, l'une des dernières de Van Gogh, que vous aimez tant, et des oreilles pour entendre la petite musique de nuit de Mozart, dont la beauté, elle aussi, a besoin de l'homme. C'est tout le sens de votre combat pour l'humanitude, un combat sans relâche, dont parlent tous vos livres. Alors pour obtenir la liste complète des ouvrages du professeur Jacquard, il vous suffit de nous écrire à Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020 Liège. Merci de nous avoir suivis, merci aussi de votre fidélité. Rendez-vous dans un mois pour un autre Nom de Dieu. Au revoir.